Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion hebdomadaire de la société Ankama. Je suis tout seul, monsieur. Vous me connaissez tous, je suis John Ankama. Non, pas du tout. En fait, Ankama est une compagnie qui a été créée par 3 amis qui ont fusionné les syllabes de leur prénom pour créer le nom de la compagnie afin de... Ouf, toi à l'école primaire, j'ai l'impression que tout le monde devait t'adorer. Génial, je travaille dans un studio de jeux vidéo. Vous le savez très bien que c'est un traumatisme d'enfance. Bref, vous avez reçu les documents que j'ai envoyés par email hier soir. Vous parlez du script pour 26 épisodes et d'un OAV que vous avez envoyé à 22h30 la veille d'une journée de travail intensive. Oui, exactement, la saison 2 de Wakfu. Bien sûr que je l'ai reçu. Donc si je comprends bien, votre but, c'est pour la saison 2 de plonger plus profondément dans le background du peuple héliatrope. Vous avez tout compris. Pour ce faire, on va devoir ouvrir les portes du multivers pour être capable de bien justifier comment fonctionnent les timelines à la fois de la série Wakfu, du jeu et de Dofus. Parfait, vous voyez ça, j'adore ça. En ce moment, on est en 2010, le multivers, c'est encore dans les médias mainstream quelque chose de très frais et qui est pas du tout surexploité et démoli par le cinéma grand public moderne. C'est exactement ce que je me suis dit la semaine dernière pendant que j'écrivais mes retcons. Vos quoi? Mes retcons, vous savez, les retours sur la continuité. Retcon, c'est un mot valise. Oh non. Oh oui, plein d'annulations et de retours sur la continuité du canon que les jeux, les mangas et même la saison 1 de la série ont établi les 6 dernières années. Super, je suis sûr que ça va plaire aux fans. Ils vont adorer, vous allez voir, on va rendre l'univers de Dofus et de Wakfu presque impossible à suivre. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et ce qui veut dire pas grand-chose, est-ce que vous êtes sûr que le transmédia canon, c'est dans vos cordes? Absolument. Mon but est d'étendre l'univers des jeux et de la série sur plusieurs fronts. C'est absolument pas comme ça qu'on devrait raconter une histoire. Mais oui, franchement, ça fonctionne. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Dofus, le jeu, se déroule avant Wakfu, la série, qui se déroule juste après Wakfu, le jeu. Donc, vous voyez, jusque-là, ça va. Et on raconte toutes ces parties de l'histoire dans le désordre et en même temps. Ah, c'est ça, là. Il est là le problème. Surtout que c'est Wakfu, la série, qui se déroule plus vers la fin de la timeline, qui va expliquer les débuts de cet univers avec des flashbacks. C'est pas une bonne idée. Faisant au passage référence à une série de mangas que nous-mêmes on a oublié. Je dois vraiment me trouver un nouveau travail. Ça, c'est sans parler du nouveau manga Wakfu qui va venir passer sous silence, mais qui va contredire presque tous les éléments de la timeline de chapitre en chapitre. S'il vous plaît, arrêtez, ça commence à me faire physiquement mal d'endurer vos conneries. Et attendez la fin des années 2010 quand on n'en aura plus rien à battre du jeu Dofus et puis qu'on va décevoir en boucle notre communauté à chaque mise à jour tous les 3 mois. Ouais, donc cette vidéo, elle a pas été super facile à écrire. À qui vous parlez? Salutations, nalisation et bienvenue à ce 31e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Wakfu, la série, a récemment achevé sa 4e saison de diffusion, nous offrant la conclusion de plusieurs storylines, dont celle du roi Armand qui a honnêtement été magnifique, et celle du peuple héliatrope. Si vous vous demandez honnêtement ce que j'en ai pensé, c'était pas une masterclass, mais en bout de ligne, c'était quand même une bonne saison. Malgré des débuts un peu lents et un scénario que je n'hésite pas à qualifier de bâclé, eh bien le fait étant que la beauté de l'animation et surtout le travail qui a été fait sur le visuel de la saison, c'est, selon moi, plus qu'assez pour rattraper le coup. Prouvant encore une fois que, dans un monde où l'animation est régie par le Japon et les États-Unis, la France a plus que ce qu'il faut pour jouer dans la cour des grands. Mais Wakfu, on en a déjà parlé. J'avais soutenu un point comme quoi Nox le Xelor, l'antagoniste de la saison 1, n'était pas seulement le meilleur méchant de la série, mais le meilleur personnage de la série. Point que je vais maintenir ici, mais ça veut pas dire que ce qui reste, c'est pas de la qualité en termes d'écriture. Kill Bill, l'antagoniste qui succède directement à Nox, est un méchant qui lui aussi est très bien écrit et exécuté. Il joue parfaitement la ligne entre l'antipathique et le pathétique, le détestable et le psychopathe. Le tout dans centre immédiat parce que l'histoire de Kill Bill en tant que telle, pour la compléter, il faut passer par un manga, 3 jeux vidéo et une série animée. Si j'étais mauvaise langue, j'aurais tendance à dire qu'Ankama fait du favoritisme, parce que je rappelle que nous, les fans de Nox, on a dû apprendre qu'il était mort hors champ. Mais ce qui surprend avec Kill Bill dans l'absolu, c'est à quel point toute la merde du monde des 12, ça peut être retracé vers lui. Aujourd'hui donc, colonisation, propagande, trahison, le tout au nom de l'amour de la connaissance et de l'exploration. Bref, tout ce qui éclatait l'Italie en 1492. Mais Kill Bill, c'est pas juste ça. Kill Bill, c'est aussi la science, c'est l'histoire,
l'histoire, c'est le drama, c'est la référence mythologique, voire même biblique. Et comme on est chez Ankama, Killby, c'est aussi la souffrance. Une souffrance qui vient du déterminisme et parce que Killby a été rien de moins que sacrifié à l'histoire dans l'espoir d'un monde meilleur. Si vous appréciez donc notre travail, je ne peux que vous encourager de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait parler. Prenez cette vidéo par exemple. Enfin, vous allez arrêter de me harceler avec Killby. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram si vous voulez interagir avec moi, avoir des petits teasers pour les prochaines vidéos et supporter mes fanarts. C'est le seul réseau social que j'utilise vraiment. Et finalement, je vous rappelle d'être à jour dans la chronologie du Cosmos pour être capable de suivre cette vidéo et pour éviter les spoilers, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans la psychologie d'un de ses, si ce n'est son personnage le plus complexe. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Killby. Pour comprendre d'où vient Killby, il faut remonter loin, très loin, avant la guerre contre les méchasmes, avant le monde des 12. Tout commence au fin fond du Cosmos, avant même la création du temps et de l'horloge du dieu Xelor. La déesse Héliatrope, représentant le Wakfu, l'énergie créatrice, et son frère le Grand Dragon, représentant le Stasis, l'énergie destructrice, vont s'engager dans une danse. Cette danse va être un peu le Big Bang de cet univers, parce que ça va créer le Cosmos, l'univers dans lequel évoluent les timelines de Dofus, Wakfu, etc. Et au passage, dans cette première danse vont naître les 10 premiers dieux avec leur opposé, les 10 premiers démons, Rushu en étant un des survivants. De leur deuxième danse ensuite naîtront bien des choses, incluant donc les 6 Dofus Héliatropes, qui contient les 6 Héliatropes primordiaux et leurs 6 frères et sœurs dragons. Les dieux vont passer un pacte par rapport à l'univers, comme plus un dieu a d'apôtres, plus il est puissant, il est interdit à une divinité de s'approprier une planète parce que c'est pas du jeu. Viendra ensuite la déesse Héliatrope, qui dans la saison 4 est identifiée comme la déesse de l'amour, qui, le pacte, elle en a plus rien à battre. Elle va trouver une petite planète bleue et l'inondera de Wakfu, ce qui, en théorie, est hautement illégal d'après les multiples pactes des dieux. Cependant, la déesse Héliatrope, ce qu'elle veut, c'est pas le pouvoir, mais bel et bien l'amour. Elle veut créer une race complète qui seront ses enfants, avec qui elle pourra vivre en famille et les protéger. Enfants qui, selon elle, pourront vivre dans la sécurité, s'entraider et construire une société utopique. Spoiler alerte, ça marche pas. Comment oses-tu te présenter devant ces enfants dont tu as privé les parents? Mais évidemment, un peuple, ça se gère. C'est là qu'interviendront le Conseil des 6, c'est-à-dire les 6 premiers Héliatropes nés des Dofus, qui est en réalité le Conseil des 12, puisqu'ils règnent sur le peuple avec leurs 6 frères et sœurs dragons. Commençons par Chibi et Gruggaloragran, mes préférés, les scientifiques à l'origine de bon nombre d'inventions qui font la renommée du peuple Héliatrope. Et au passage, Chibi, il est connu comme étant le premier monarque du peuple Héliatrope. Parmi ces inventions, on retrouve notamment les portails Zab, des structures qui sont capables de transcender l'espace et donc de transporter leurs utilisateurs d'un bout à l'autre du monde. Certains portails Zap étant même capables d'ouvrir une porte entre les univers ou entre 2 époques différentes. C'est d'ailleurs ce qui arrive avec le Zap des profondeurs d'Astrub pendant l'héliocalypse, pour ceux qui savaient pas. Les frères jumeaux Glip et Balthazar, quant à eux, seront responsables de l'éducation des enfants Héliatropes nés de façon naturelle, donc sans Dofus. Omina et son frère jumeau Phaeris, encore un de mes préférés, c'est plus complexe, ils sont en charge du côté spirituel. C'est-à-dire tout ce qui est culte, religion et vénérer la déesse, ce qui au sein de la société Héliatrope, c'est un dogme hyper important. Ce qui au passage pourrait expliquer pourquoi Phaeris est aussi grandiose. Sa grande puissance lui vient probablement du fait que, spirituellement, il est très proche de la déesse. La déesse Héliatrope est donc, comme toutes les petites mamans, elle a son petit préféré, mais elle le dira jamais. Et même ça, c'est complexe parce qu'après, on a Nora et Ephraim, les insouciants, les petits qui vivent leur petite vie sans se soucier de personne. Ta fratrie au complet, elle se pète le cul à construire une civilisation sur une planète et toi, tu joues dans les fleurs comme ça, relax. Vient ensuite Hugo et Adamai. En quête de sensations fortes, ils étaient les protecteurs du peuple sur la ligne de front. Ils étaient connus pour toujours entrer tête baissée dans l'action et aimer les sensations fortes, mais ça vient s'accompagner avec le fait que leur premier réflexe, c'est toujours d'aider quelqu'un dans le besoin. Pour finir, on a Killby et Shinonome, gardiens du savoir et du souvenir, ce qui fait qu'ils ont, comme tous leurs frères et sœurs, des dons propres à leur personne. Killby et Shinonome ne sont pas exactement comme tous leurs frères et sœurs. Leur mémoire survit d'une incarnation à une autre. Quand un dragon et un Héliatrope meurent, leur Wakfu vient réintégrer leur Dofus de sauvegarde. Le tout dans le but de les régénérer jusqu'à ce qu'ils soient prêts à renaître et entamer une nouvelle vie depuis zéro, avec bien sûr une mémoire toute fraîche. Mais Killby,
il est le gardien du souvenir. Il connaît toute l'histoire de son peuple par cœur, du simple fait qu'il l'a vécu au complet. Pourquoi? Parce que quand il renaît, il garde les mémoires de son ancienne vie. Donc, il est en fait rien de plus qu'une malédiction, parce que le fait étant que si c'est très pratique d'être capable de ne jamais rien oublier, Killby, il a vécu des milliers d'années, si ce n'est plus. Il devient donc totalement blasé par sa propre planète. Et cette mémoire infinie, elle va donner naissance à une soif quasi intarissable de savoir et de nouveauté. Sans parler des séquelles psychologiques qui viennent avec le fait de voir sa propre famille mourir encore et encore, de devoir retisser des liens avec, et surtout de se rappeler de ses propres vies et donc de ses propres morts intérieures. Ça a fait que Killby s'est retiré. Il est seul, il est devenu le mouton noir de la famille. Personne, à part sa sœur dragonne Shinonome, ne le comprenait. Jusqu'au jour où, sur la planète Héliatrope, arriveront un peuple très particulier. Les Mécasmes, un des peuples les plus puissants du Cosmos, feront leur entrée dans le monde Héliatrope. En quête donc de Wakfu, les Mécasmes s'arrêteront sur cette planète. Ils consomment cette énergie via un procédé propre à leur peuple pour le transformer en stasis. Les Mécasmes sont un peuple à la croisée de l'organique et du mécanique, quelque chose qui va venir intéresser et fasciner Killby. L'Héliatrope du savoir va donc subtiliser le cœur d'Orgonax, le plus jeune des Mécasmes, pour l'étudier, le comprendre et être capable d'analyser ses composantes. Et c'est ainsi qu'il va faire probablement une des créations les plus importantes de l'histoire du Cosmos. L'Héliacube, donc une arme, un outil, mais aussi une batterie capable de stocker une quantité virtuellement infinie de Wakfu. Cependant, les Mécasmes prendront ce vol comme une agression et en même temps, Killby est allé après le plus jeune des Mécasmes. C'est là que va se déclencher une véritable guerre et les Héliatropes, c'est un peuple fier et puissant. Mais contre les Mécasmes, ils ne faisaient juste pas le poids. Ce qui était exactement le plan de Killby, déclencher une guerre qu'on ne pouvait pas gagner pour être obligé de s'enfuir et donc devoir partir explorer les étoiles. Il va révéler au Conseil des Six posséder le cœur d'un mécasme, prétendant l'avoir subtilisé à un de ses adversaires pendant un combat, et il va leur dire que c'est la clé pour être capable de quitter le monde Héliatrope. Pour cela, les Héliatropes construiront le Zénith, un vaisseau faisant la taille d'une montagne capable de faire voyager le peuple au complet. Laissant au passage leur planète derrière, ils s'enfuiront avec plusieurs dizaines de milliers de familles. Les Héliatropes, ils vont errer très longtemps dans le Cosmos à la recherche d'un monde habitable et malgré leurs prières, la mère Héliatrope ne répond juste plus. On saura plus tard que c'est parce que les 12 dieux avaient banni la déesse dans le monde obscur peuplé de Nécrom, ces créatures qui dévorent le Wakfu. Entre-temps, le Zénith va rebondir d'un monde à un autre, puisant son Wakfu pour être capable d'alimenter l'Héliacube et donc de continuer sa croisière. Jusqu'au jour où ils découvriront une nouvelle petite planète bleue qui leur rappelle bien leur planète d'origine, une planète dont ils feront leur maison. Et c'est ainsi que les Héliatropes vont commencer à coloniser cette planète sans habitants qu'on appellera plus tard le monde des 12. Et en même temps, canoniquement, ça fait 30 ans qu'ils ont quitté leur planète et qu'ils vivent comme des clodos de l'espace. Donc, en bout de ligne, c'est quand même très bien de trouver un nouvel habitat. Le peuple va donc habiter cette planète, créer ce qu'on appelle la colonie Vili comme nouvelle civilisation, et le Zénith, ils vont le cacher dans un volcan qu'on prend encore aujourd'hui pour une montagne sur le monde des 12. En même temps, Chibi, fatigué, va prendre la décision d'abdiquer et de laisser son titre de roi à son jeune frère, Yugo. Cependant, Killby, l'errance, il y avait pris goût, donc en l'an moins 10 000, c'est-à-dire 170 ans après s'être établi sur le monde des 12, il va réactiver l'Héliacube. Ce qui va permettre aux Mécasmes de les retrouver et là, la guerre recommencera. L'un des Mécasmes, connu sous le nom d'Orgonax, retrouva notre trace. Et ce fut à nouveau la guerre. Orgonax fit de terribles ravages. Il semblait indestructible. Beaucoup périrent en essayant, dont ma sœur, Dragonne Shinonome. Mais malheureusement pour Killby cette fois, sa traîtrise ne sera pas passée sous silence et il devra s'engager dans un combat fratricide contre le Conseil des Six. C'est pendant ce combat qu'un bon nombre d'Héliatropes vont trouver la mort. Yugo et Faeris feront donc équipe pour défaire Killby, lui arrachant son bras au passage. Pour ce qui est du reste du Conseil, ils concentreront leur Wakfu pour créer un portail vers une dimension protégée du temps afin d'y cacher leurs enfants avec le dragon Balthazar pour les y surveiller en attendant que le monde des 12
D12 soit prêt à les réaccueillir. À cette guerre donc sur le monde D12 vont seulement survivre Faeris, Grou-Galoragran et son frère jumeau Chibi. Le premier va prendre le Dofus de Killby et l'amener sur l'archipel des Griffes Pourpres dans le but de le protéger au cas où le traître reviendrait. Pendant ce temps, Grou-Gal et son frère Chibi, ils vont prendre le Dofus de Yugo et Adamai ainsi que l'Héliacube pour les protéger eux aussi sur l'île Doma. La guerre se terminera dans un cataclysme qui va raser le monde des 12 déclenché par Nora pour en finir avec les mécasmes. Toute vie semble raser sur la planète, elle devient stérile jusqu'au jour où d'autres dieux viendront s'y installer. Killby, il est donc enfermé dans la dimension blanche, une dimension comme son nom l'indique est totalement blanche. Il n'existe rien dans cet endroit à part Killby. Même le temps y est stoppé. Et cette prison intemporelle, il va y rester très longtemps. En fait, il va y rester assez longtemps pour que les dieux soient capables de bâtir une nouvelle civilisation, pour que Yugo et Adamai soient capables de renaître depuis leur Dofus de sauvegarde, et pour que son Héliacube tombe entre les mains d'un Xelor qui va l'utiliser à mauvais escient dans sa quête de bonheur, touchant aussi à la fin de son arc. Jusqu'au jour où, en l'an 982, presque 11 000 ans après la deuxième guerre contre les mécasmes, Yugo et Adamai, ne sachant trop ce qu'ils faisaient, vont accidentellement libérer Killby de la dimension blanche en tentant de percer les secrets du Dofus de Grou-Gal et de l'Héliacube. Pendant ce temps, Nora est aussi revenue à la vie et elle et son frère Ephraim sont allés libérer la déesse Héliatrope du monde des nécrobes. Mais malheureusement, Ephraim y trouvera la mort. Killby, voyons donc que Yugo et Adamai sont de retour, il va tenter de les manipuler. Quelle fierté pour moi et ma sœur Shinonome d'être roi et reine d'un peuple aussi brillant. Il leur dira qu'il était jadis roi des Héliatropes et qu'ils l'ont enfermé dans la dimension blanche pour le protéger. Il va ensuite feindre de vouloir libérer les enfants Héliatropes de leur prison et enverra Yugo ainsi que la confrérie du Tofu sur l'archipel des Griffes Pourpres pour y récupérer son Dofus de sauvegarde. Sur le chemin, Yugo et ses amis Rubilax et Tristepin seront entraînés par Anatar, un des démons de Rushu, vers son monde, la choucroute. Bon, parfait. Donc, le département d'animation est booké. On a trouvé des studios pour le tournage. Les scénaristes sont sur la prochaine saison. Oh non. Toi, là-bas. Oui, monsieur. Je peux te faire confiance? Absolument, monsieur. Trouve-moi des jeux de mots. Hein? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec à peu près 80% des noms de lieux et de PNJ dans Dofus et Wakfu. Bref, Killby va réussir à secourir Yugo de la choucroute et en voyant ce monde de démons, il va pouvoir mettre son plan à exécution. Il va expliquer l'histoire de leur peuple à Adamai, sa véritable histoire. Laissant de côté bien sûr le fait qu'il est un traître génocidaire. Mais il va aussi lui expliquer la suite. Il lui dira que pour faire décoller le Zénith, l'Héliacube va devoir puiser dans les réserves de Wakfu du monde des 12, mais qu'il n'en a pas assez pour survivre à ce cataclysme. Ce monde a tout juste assez d'énergie pour faire décoller le Zénith. Nous sommes des voyageurs, Adamai. Nous n'avons rien à faire ici. Ça le détruirait! Anéantir. Le mot est un peu fort. Il sera juste un peu... ravagé. Adamai et un bébé Grou-Galoragran tout neuf ne vont pas suivre le traître parce qu'après tout, démolir le monde des 12, c'est pour non plus au top de leur priorité. Mais le fait étant que, même si Killby est très affaibli, il est plus qu'assez puissant pour venir à bout des deux dragonnets. Reste calme, Grou-Gal! Si on est patient, on l'aura! Même avec 1000 ans de plus, tu ne pourrais rien y faire. Il n'y a que ce maudit Faeris qui soit capable... Tu parles trop! Il se rendra ensuite dans la choucroute, là où il va pactiser avec Rushu. L'entente est simple. Killby, il ouvre un portail depuis la choucroute vers le monde des 12. Un portail assez grand et surtout assez puissant pour y faire passer l'armée de Rushu au complet. Ils pourront faire ce qu'ils veulent du monde, en échange de quoi ils vont liquider Faeris et laisser Killby partir avec son Dofus. L'attaque va se produire pendant que le chouchou Anatar prend le contrôle du corps d'Adamai. Voilà qui devrait faire vibrer votre cœur putride, roi rouge. Anatar, tu es horriblement laid. Tu fais plaisir à voir. Merci votre substance. Je ne me suis jamais senti aussi puissant. Et entre-temps, ça tombe mal parce que les armées de la nouvelle Suffokia, ils étaient déjà en train d'attaquer l'île des Griffes Pourpres. C'est donc une grosse bataille qui va se déclencher avec d'un côté l'armée de Suffokia, Faeris le Puissant et la confrérie du Tofu, et de l'autre côté Killby le Traître et l'armée des démons de Rushu. Ce sera à Tristepin, Goultard le Barbare et Rubilax que va incomber la tâche de retenir Rushu, rejoint plus tard par Évangéline dans un combat qui est probablement le plus sous-coté de la série.
Mais Killby, entre-temps, il tente d'atteindre son Dofus, ne se dresseront donc sur sa route que Yugo et Faeris. Le dragon sera malheureusement interrompu par Anatar. C'est là que un 1v1 se déclenche entre les deux frères, là où Yugo va comprendre son erreur. Vous confondez servir notre peuple et se servir de notre peuple. Vous n'avez toujours pensé qu'à vous. Nous n'avons rien en commun. Le tout jusqu'à ce que, dans le chaos, un portail finisse par s'ouvrir. Un portail vers la Dimension Blanche, l'ancienne prison de Killby. Et les deux héliathropes, ils vont finir leur voyage dans l'Emerub, cette autre dimension où le temps est aussi stoppé, là où Balthazar veille encore sur les enfants de leur peuple. Ici, Killby va perdre une fois pour toutes. Il comprend que son peuple ne le suivra pas, que même sa sœur est contre lui, et Yugo va le renfermer dans sa dimension blanche, là où il ne pourra plus jamais blesser personne. Et ce fut la fin de l'histoire de Killby pendant des années. Dans la saison 3, Killby, il apparaît vite dans un flashback, mais c'est bien dans la saison 4 que son arc va reprendre du poil de la bête. Il sera libéré de la dimension blanche par la déesse Héliatrope et par sa petite sœur Nora, dans un élan de tenter de le pardonner et de rebâtir une famille. Cependant, en parallèle, le monde des Douze commence à être attaqué par les Nécromes, menés par Tauros Mordal, un porteur de Dofus qui a malheureusement détruit sa dimension. Les Nécromes arrivant par portail dimensionnel sur le monde des Douze, évidemment que tout le monde soupçonne Killby. Killby, par contre, ça le fait quand même chier de se faire accuser à tort et à travers, parce que le fait étant qu'il passera la saison à répéter qu'il a changé, du moins c'est ce qu'il clame. Killby commence à avoir ras-le-bol qu'on l'accuse, il va donc s'attaquer à Yugo physiquement et l'épargnera à l'issue du combat, tentant de prouver son point. Il va accompagner Yugo, Adamai, Nora et Joris dans le monde des Nécromes, là où Tauros va leur donner du fil à retordre. Malheureusement, même pour cette équipe surpuissante, les Nécromes sont quasiment invincibles. Adamai va donc devoir céder les Dofus à Killby. C'était malheureusement le seul moyen d'ouvrir un portail entre les dimensions pour rentrer chez eux. Le fait étant que Killby avait besoin de la puissance des Dofus, mais qu'il était le seul à savoir la technique pour le faire. Ils réussiront à s'enfuir, mais malheureusement, Tauros va réussir à retenir Yugo dans son monde. Et Yugo, à ce moment, je rappelle qu'il possède tous les souvenirs, mais aussi tout le Wakfu des héliotropes qu'il a vaincu avec Oropo dans la saison 3. Il devient une source de Wakfu quasiment intarissable pour les Nécromes. Ils vont donc se repaître de son Wakfu tellement qu'il va en perdre de l'espérance de vie, ce qui va se traduire par une croissance accélérée. Mais je l'ai mentionné, Killby, c'est un personnage qui est très complexe. Et cette complexité, ça va le mener devant le temple héliatrope, là où il va comprendre quelque chose. Il parviendra à activer Locus, un des plus grands mécasmes du Cosmos. Il sera révélé que même la déesse n'en a pas été jugée digne. C'est après un combat acharné que Killby prouvera une fois pour toutes sa valeur à Locus et qu'il lui laissera volontiers son cœur. Un item encore plus puissant que l'Héliacube que Killby va baptiser l'Héliasphère. Il va l'utiliser pour secourir Yugo, mais sa puissance le consumera. Et sur son lit de mort, Killby avouera à Yugo qu'il le considère encore comme un frère, offrant sa vie pour celle de Yugo et pour l'espoir d'un monde des Douze qui peut continuer d'exister devant la menace des Nécromes. J'espère qu'à notre réveil, les planètes n'auront pas disparu. C'est donc avec les Dofus, l'Héliasphère et l'opportunité laissée par son frère que Yugo et ses amis pourront tenir tête à Tauros Mordal et donc encore une fois protéger leur planète. Killby, c'est un personnage qui est hyper complexe à résumer. Même lui, il le dit. Nous avons toujours été ennemis. Ne cherche pas, tu ne pourras pas me comprendre. Pourquoi venir me sauver maintenant? J'ai moi-même parfois un peu de mal à apprécier ma complexité à sa juste valeur. Et cette complexité, vous avez pu vous en rendre compte, elle réside à la fois dans son histoire, qui est un bon gros morceau à digérer, mais aussi dans le traitement fait au personnage. La mythologie de Killby. Wakfu est, dans son centre, une œuvre qui parle énormément de mythologie. Le Cosmos, c'est toute une genèse, c'est toute une histoire. En fait, non, c'est un ensemble d'histoires qui viennent former une méta-narrative géante qui ne peut être résumée par une seule personne. Il possède même son propre panthéon divin. Et dans cette lancée, les premiers héliotropes, et donc par extension Killby, est-ce que ça pourrait pas être des dieux? Du moins, c'est ma théorie. Voyons donc ça, commençons par définir qu'est-ce que c'est un dieu. Le mot dieu en tant que tel vient des racines indo-européennes qui signifient briller. Mais on le retrace aussi à Dewas, qui peut signifier la lumière du ciel ou du jour par exemple. Et en tant que tel, c'est ça une divinité, c'est la personnification magique de ce qu'un être humain ne peut pas forcément expliquer avec ses connaissances de base. Comme là on parle de lumière du ciel ou du jour, eh bien ça a peut-être rapport avec le fait que le soleil, cette
cette énorme boule de feu dans le ciel, eh bien, c'est quand même relativement récemment dans notre histoire qu'on a compris ce que c'était. Ce qui peut-être est de là que vient l'appellation Dieu, le fait étant que le soleil, on avait besoin d'une explication par rapport à sa nature et que comme à chaque fois qu'on n'a pas compris quelque chose dans notre histoire, on a dit bah c'est l'œuvre d'un dieu. Ce qui peut expliquer pourquoi le soleil est devenu un symbole de puissance au fil du temps. On pense par exemple au roi Louis XIV qui se définissait lui-même comme le roi soleil pour se donner de l'importance. La divinité, c'est donc une façon pour l'être humain de rationaliser et tenter d'expliquer ce qu'il ne peut pas expliquer tout seul. C'est pour ça que plus le progrès scientifique avance, moins la religion a de sens et d'importance dans la société. C'est parce qu'on a de moins en moins besoin d'inventer nos propres explications puisqu'on comprend de plus en plus ce qui nous entoure. Mais les dieux dans les religions polythéistes, en plus d'être des explications, c'est aussi des régents sur certains concepts, comme par exemple Tyr chez les Nordiques avec la guerre ou Zeus chez les Grecs avec la foudre. On associe donc les dieux au concept de création parce que même dans les religions polythéistes, on a ce qu'on peut appeler un démurge, c'est-à-dire un dieu primordial qui créa le cosmos avec toutes les autres divinités qui viennent après. On a par exemple Chaos chez les Grecs ou notre bon vieux dieu chrétien qu'on appelle Yahvé, soit dit en passant. Et finalement, la religion et la mythologie, c'est aussi des histoires. Ce sont de vraies narratives écrites par des auteurs que l'on connaît. Et comme ce sont des histoires, les dieux, ils ont des arcs narratifs. Ils vivent du drama et donc ils sont caractérisés. Par exemple, si je m'adresse à des fans de mythologie scandinave, je vous montre cette image et boum, vous pensez à Thor. Du côté de Kilby et donc du Conseil des Six, ça colle. Si la déesse Héliatrope et le grand dragon sont les divinités à l'origine de la création du cosmos, les 6 Héliatropes en sont parmi les tout premiers habitants. En fait, si les 6 premiers Héliatropes sont nés de la deuxième danse de la déesse et du dragon et que les dieux en sont nés de la première, il est plus que correct d'au moins se demander s'ils ne pourraient pas être eux aussi considérés comme des divinités. Aussi, notons que la plupart des divinités sont censées être virtuellement immortelles, mais ça dépend entièrement de la mythologie. Chez les Grecs, par exemple, la seule vraie divinité à avoir entre guillemets trouvé la mort, ce serait la nymphe Leucée, la fille du titan Océanos, qui avait une âme défaillante. Elle a donc fini par mourir et Hadès l'a transformée en arbre parce qu'il l'aimait. Versus chez les Nordiques où les dieux sont bien des immortels dans le sens qu'ils ne vieillissent pas vraiment comme les êtres humains ou du moins pas à notre même rythme, mais qu'ils peuvent toujours mourir au combat. C'est d'ailleurs généralement ce qui leur arrive au Ragnarok. Les Héliatropes comme Kilby, ils vieillissent extrêmement lentement. En fait, on ne sait même pas si c'est possible pour eux de mourir de vieillesse. Mais de toute façon, à la mort, leur Wakfu réintègre leur Dofus, leur permettant donc de renaître et donc un petit peu d'émuler l'immortalité. Et donc jusque-là, la seule façon de vraiment détruire un dragon et un Héliatrope, c'est de détruire leur Wakfu. Et jusqu'ici, ce qu'on sait, c'est que les Nécromes en sont capables et peut-être les Mécasmes, on n'en est pas totalement sûr. Bref, les Héliatropes ont la caractéristique numéro 1 des divinités, c'est pas facile à tuer ces bébites-là. Ensuite, les 6 sont peut-être pas vénérés, mais les enfants Héliatropes naissent bien avec 6 guides immortels, leur enseignant leurs sciences, secrets, pouvoirs. Ils ont même 2 leaders spirituels au sein du gouvernement en les personnes de Mina et Phaéris. Ce qui est un autre signe de divinité, le pouvoir totalement irréfutable. Et puis, si c'est vrai dans notre monde pour certaines divinités et les gens qui pratiquent leur religion, dans le monde de Wakfu, la réalité c'est que tu as des preuves tangibles de ce que Kilby et la déesse Héliatrope sont capables de faire. C'est donc impossible de les refuter. Ensuite, le dieu représente quelque chose et ça peut se manifester de façon physique comme mentionné. Et ça, c'est du Conseil des Six tout craché. Kilby, il est le gardien de la mémoire. Son pouvoir, c'est donc de se rappeler de ses vies antérieures pour être sûr qu'il n'oublie jamais l'histoire du peuple. Donc, tout comme un membre d'une civilisation païenne pourrait se retourner vers un certain dieu pour avoir une bonne moisson cette année, un membre du peuple Héliatrope peut se retourner vers Kilby, une figure quasi divine, qui viendra répondre à ses questions si jamais il oublie une partie de l'histoire. Et c'est la même chose pour ses frères et sœurs. Shibi, c'est un artisan, c'est un peu l'équivalent Héliatrope d'Héphaïstos. Et ses pouvoirs de Wakfu, comment ils se manifestent? Il crée un marteau. Un marteau, donc une arme qui est capable de détruire, mais aussi un outil pour construire. Symbole parfait pour l'Héliatrope qui est justement responsable de la technologie. Et Hugo, lui, c'est un guerrier. Il est personnifié par son épée, mais aussi c'est un défenseur. Voilà pourquoi il arbore un bouclier. Et Kilby, c'est quoi son arme exactement? C'est une faux.
La faux depuis le Moyen-Âge est associée à la mort et au trépas, mais plus loin encore associée à Azraël, l'archange de la mort dans les traditions juives et musulmanes. Et Azraël, comme beaucoup de divinités liées à la mort, son devoir est de guider les âmes errantes vers l'au-delà. Et sous une certaine lecture, on peut dire que c'est ce que fait Kilby. Il est le gardien de la mémoire, et son devoir c'est de guider le peuple et de s'assurer qu'il n'oublie jamais le passé. Et tout comme l'ange de la mort, son pouvoir va au-delà du trépas. On peut même voir des références bibliques avec Kilby, et pas n'importe lesquelles. Un peu de tout. J'ai commencé par y mettre un spécimen de chaque espèce vivant sur notre planète. J'ai continué lors de notre exode avec les êtres que je rencontrais sur d'autres mondes. Un vaisseau colossal construit par quelqu'un qui communique avec la divinité de ce monde où on embarque toutes les espèces vivantes dans le but d'éviter un cataclysme, c'est l'Arche de Noé. Mais pas seulement parce que je le rappelle, Kilby c'est aussi un enfant de la plus haute divinité connue à ce jour qui va se rebeller contre le rôle qui lui a été imposé à la naissance qu'il juge injuste, déclenchant donc une guerre qu'il va perdre face à un de ses frères avant d'être banni vers un monde de pur malheur. Kilby c'est donc Lucifer, l'archange qui va devenir Satan dans beaucoup de traditions. À noter que Satan, c'est aussi un bouc émissaire. On a énormément d'exemples où on nous voit quelqu'un qui va blâmer Satan pour avoir commis une mauvaise action ou un péché, disant que c'est le diable qui lui a dicté ses actions. Et Kilby, c'est exactement ce qui va lui arriver dans la saison 4. On passe notre temps à le blâmer pour quelque chose qui n'est pas vraiment de sa faute. Donc, Kilby, il s'apparente bien à une divinité, autant de par son écriture que de par son histoire. Mais, vous me connaissez, j'ai quelque chose de plus concret. Des preuves comme quoi, selon toute logique présentée dans le monde des 12, Kilby est un dieu. Flashback, il y a quelques mois, je sortais une vidéo sobrement intitulée 4 théories sur l'univers de Dofus, et vous ne l'avez probablement pas vu parce que la chaîne était morte à l'époque. Et ma théorie étant justement que les dieux qui donnent son nom au monde des 12, c'était juste des dragons héliathropes nés de la première danse du grand dragon et de la déesse, ou du moins eux et le conseil des 6 sont la même sorte d'entité. Premier argument, en termes de magie pure, on voit les dragons utiliser la magie des 12 dieux. Par exemple, Phaeris le puissant vient booster Hugo au détriment de son intégrité physique, ce qui fait énormément penser au sort précipitation des Yop, sans oublier que dans sa forme humaine, il ressemble à un Osamodas de Wakfu. Pendant son combat contre Nox, Grugaloragrand possède des marques sur le corps qui font penser à des tatouages sacrieurs, sans parler du fait qu'il est redoutable au corps à corps. Et la saison 1 de Wakfu, elle est sortie en 2008. À l'époque, les sacrieurs, le pitch de vente de la classe, c'était que c'était la classe que t'envoyais se battre en mêlée. Il n'avait pas beaucoup de portée dans le jeu, mais au corps à corps, c'était des bêtes redoutables. Et aussi, on le voit utiliser des sorts de bouclier et de téléportation, ce qui fait énormément penser à la classe Feka. Du côté d'Adamai, il invoque un craqueleur, sort que les Osamodas possédaient bel et bien à l'époque où cet épisode est sorti, merci l'équilibrage, mais aussi et surtout, il vient textuellement dire que sa magie est de type Xelor. Parce que sa magie Xelor a affecté la mienne, je crois que je suis coincé en tofu. Entre ça et le fait que les dieux passent leur temps dans Dofus à changer d'identité, comme par exemple le dieu Sadida, c'est juste une autre forme du dieu Zobal et vice-versa, et que les dragons eux-mêmes, on le voit que ce sont des métamorphes. Ça, c'est pas pour le dieu Enutrof qui est littéralement un dragon. Le lien commence à se faire, de façon même assez étroite. Et donc, par association, s'il y a un lien étroit entre les dieux et les dragons, et qu'il y a un lien étroit entre les dragons et leurs frères et sœurs héliathropes, pourrait-il y avoir un lien tout aussi étroit entre les héliathropes et les 12. Selon donc le système de magie divine établi par cet univers, c'est plus que possible que Kilby soit un dieu. Mais le pire là-dedans, c'est qu'on a même une preuve par l'exemple. Dans le manga Dofus, on apprend que le dieu Yop, qui est définitivement Zeus de cet univers, il est tombé sous le charme de la poupée divine du dieu Sadida nommée Lacrima. Ne pouvant résister à la beauté de la jeune poupée, il se força sur elle. Et elle est tombée enceinte. Ce qui vient transgresser une loi très importante. Bon, ok, ça vient transgresser une de nos lois très importantes, mais ça vient surtout transgresser une loi très importante chez les dieux. Ils n'ont pas le droit d'avoir de rapport charnel entre eux. Pourquoi? Parce que la progéniture qui pourrait en résulter serait plus puissante que les 12 en elles-mêmes. Et Sadida, ces poupées, il les avait conçues avec une partie de sa puissance. Elles sont donc techniquement considérées comme une extension de sa personne. Le rejeton de cette union étant donc l'enfant à la fois du dieu Sadida et du dieu Yop. Et ça implique deux choses. De un, oui, les créations des dieux peuvent recevoir leur divinité, mais cette divinité, elle peut aussi être passée de manière génétique. Un peu comme le dieu Yop a passé sa divinité à son enfant avec la poupée Sadida, mais aussi c'est comme ça qu'il a fait de Gulthard le barbare un demi-dieu. Et c'est comme ça qu'est venu au monde Kilby. Il est né d'une danse divine entre les deux divinités primordiales de cet univers. Danse divine qui avait au passage déjà créé un panthéon
panthéon divin. Selon l'écriture, les références, les thèmes abordés, mais aussi les règlements de l'univers, il ne fait aucun doute pour moi que peut-être même sans le savoir, Killby est bel et bien un dieu à qui il ne manque que le titre. Mais narrativement parlant, on a autre chose de très intéressant. Une apparition suspecte. L'ironie dramatique, c'est un procédé narratif très utilisé en fiction qu'on peut retracer jusqu'à l'Antiquité. On l'appelle ainsi, non pas parce qu'elle est portée par de grands dialogues super exagérés, blablabla, non, c'est parce qu'elle tire bien son origine du drama, c'est-à-dire des théâtres grecs. Elle est particulière, c'est quelque chose qui vient jouer avec le quatrième mur. Le décalage se fait entre le spectateur et le personnage. Par exemple, dans Harry Potter 6, quand Albus vient supplier Rogue, le spectateur pense qu'il lui demande de l'épargner. Mais plus tard dans l'histoire, on apprendra que c'était une machination et que ce Severus, s'il te plaît, c'était une demande de le tuer. C'est ça l'ironie dramatique, c'est quand un personnage est au courant d'une information que le public ignore ou vice-versa. Et avec l'apparition de Killby, on en a un excellent exemple. Killby le sait qu'il était en prison, qu'il est vu comme un traître au sein du peuple héliatrope, mais ça, c'est quelque chose que le reste des personnages et par extension le public ne savent pas. Et après quelques visionnages, on commence à retrouver quelque chose qui, selon moi, est primordial lors d'une situation d'ironie dramatique, c'est-à-dire des indices. La série ne va jamais dire textuellement au spectateur avant que la révélation arrive que Killby est le grand méchant, mais elle lui laisse des indices petit à petit pour peut-être en déduire ainsi. Déjà, de base, son histoire ne tient absolument pas la route. Selon ses dires, Hugo l'aurait envoyé avec des dizaines de milliers d'autres enfants dans une autre dimension pour les protéger. Parfait, mais selon cette logique, pourquoi lors de l'expérience de Hugo avec le Dofus et l'Iliacube, sur des dizaines de milliers de personnes, un seul est ressorti de sa dimension? La vraie réponse, c'est que les enfants, ils sont dans une autre dimension que Killby. Killby, lui, il était dans la dimension blanche. Mais si on ne le présente que comme ça à quelqu'un qui voit la série pour la première fois, peut-être qu'il se rendra compte que l'histoire ne tient pas la route. Ensuite, il va demander à Hugo d'aller chercher son Dofus à l'autre bout du monde pour être capable d'ouvrir un portail et donc de ramener les enfants héliatropes. Cependant, avec cette requête, on se heurte à 3 gros problèmes. D'un, si Killby il avait vraiment été mis dans la dimension avec les autres enfants pour les protéger de la guerre contre les mécasmes, pourquoi, en ce qui est déduit comme étant 11 000 ans, personne n'est revenu le chercher? Genre Grugahor si Killby était vraiment le roi des héliatropes mis dans une dimension pour le protéger, tu croirais que ça aurait été une de ses priorités de le délivrer, ou tout du moins, il en aurait touché un mot ou deux à Adamaï pendant ses 12 années de formation. De deux, pourquoi ne pas lui avoir laissé un accès à son Dofus de sauvegarde? Parce qu'avec ça, il aurait pu revenir après la guerre. De 3, même le point numéro 2, c'est un gros tas de conneries, parce que le fait étant que Killby n'a absolument pas besoin de son Dofus à lui pour être capable d'ouvrir un portail. Le fait étant que Adamaï et Hugo viennent de le faire avec un Dofus qui n'est pas le leur et l'Iliacube, et avec beaucoup moins d'expérience que Killby. Et ce dernier point, on peut même le vérifier parce que c'est comme ça que Killby va être capable d'ouvrir un portail vers la choucroute quelques épisodes plus tard. Vous voyez, l'histoire de Killby, elle est pleine de trous. Pourquoi? Parce qu'il ment. Mais ce sont des très bons trous. Quoi? Non. Comment ça, non? Fais-moi confiance. Trouve une autre façon de le formuler. Ah, franchement, ce que t'as le don de faire une montagne avec rien. Bon, bref, l'histoire de Killby, elle est bel et bien pleine de trous. Mais le fait étant que ces trous scénaristiques, c'est parce qu'il ment. Et ils sont pas non plus énormes au point de se dire que les personnages sont stupides d'y avoir cru. Dans les faits, c'est quelque chose que tout le monde pourrait croire dans le feu de l'action, incluant la confrérie du tofu. Mais ça, c'est juste pour les mensonges de Killby, parce que le fait étant que la série, elle vient semer énormément d'autres indices par rapport à sa trahison. D'un, regardez sa réaction quand il revoit pour la première fois Hugo et Adamaï. À ce moment, on peut penser que c'est vraiment juste un gros vieillard confus. Et puis, on a cette réplique. Vous ne vous souvenez de rien. Je m'appelle Killby. Killby ne commence à répondre et à coopérer qu'après s'être assuré que Hugo et Adamaï ne se souviennent d'absolument rien. Pour rappel, à ce moment, on le sait déjà que le Dofus d'un héliatrope lui permet de revenir à la vie, mais qu'il ne se rappelle pas de son existence précédente. Le fait étant que la série te donne tous les indices pour au moins déduire que Hugo et Killby ont un passé ensemble. Mais pour moi, le plus gros red flag, c'est la réaction de Grugal Oragran. Grugal, il n'est pas censé se souvenir de quoi que ce soit de sa vie antérieure, mais il vient antagoniser Killby directement. Entre-temps, on le sait, les dragons, ils sont capables de voir le Wakfu des gens, mais la vision de Wakfu de Grugal, elle semble particulière. Dans la saison 1, il sera capable de voir la puissance, mais aussi la valeur de la confrérie du tofu. Il reconnaît Rubilax comme un chouchou, et une fois ce dernier séparé de Tristepin, il ne leur veut
veut plus de mal. Même si c'est pas 100% confirmé que c'est juste son pouvoir à lui, le fait étant que Grugal, c'est le seul qu'on voit explicitement utiliser cette espèce de pouvoir de lecture de l'âme à l'écran. Il serait donc capable de savoir en permanence à qui il a affaire, ce qui est incroyablement utile donc pour un régent, mais surtout, c'est le seul à voir la noirceur dans le cœur de Killby à la seconde où il l'aperçoit. Killby est donc un véritable casse-tête, un casse-tête dont la série va te donner exactement les pièces que tu as besoin pour le déduire. Pas plus, pas moins. Cependant, Killby, avant d'être mauvais, il est par-dessus tout brisé. Killby, le mort-vivant. Killby est ce qu'on appelle un personnage marginal, et la marginalité, c'est le fait de vivre en marge de la société, d'être différent de nos pairs. Un être marginal, c'est en soi ni bon ni mauvais, ça dépend entièrement du contexte. Un excellent exemple de marginalité, c'est dans la pièce de Ionesco, Rhinocéros. Cette pièce, elle raconte l'histoire de Béranger, un homme qui vit dans une Europe post-Deuxième Guerre mondiale, où une rhinocérocyte touche la plupart des civilisations, forçant les gens à se transformer en rhinocéros. Et après la lecture, tu te rends compte que si tu remplaces les mots rhinocéros par fasciste, eh bien ça colle et ça devient un énorme message politique. Un message politique selon lequel quand une société décide de foncer tête baissée dans un nouveau mouvement de pensée sans trop se poser de questions, elle en perd son humanité. Et Béranger, là-dedans, il réfléchit, il se pose les bonnes questions, il refuse de devenir un rhinocéros sans y avoir bien pensé. Mais le fait étant que c'est suffisant pour le qualifier de marginal. Prenez-le comme suit. Si vous êtes quelqu'un qui fait 50 heures de bénévolat par semaine et que tout le monde autour de vous est un tueur en série sanguinaire, vous êtes marginal. Vous êtes une meilleure personne que tout le monde autour de vous de façon assez objective, mais vous êtes quand même marginal. Vous êtes seul, mais vous êtes meilleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fiction, j'ai remarqué qu'on a peut-être tendance un petit peu trop facilement à isoler l'antagoniste de par sa méchanceté. Un bon exemple, c'est Azula, dont personne ne veut se rapprocher justement parce que c'est une sadique, mais elle finit folle, brisée et surtout seule parce qu'elle-même n'a jamais pris la peine de tenter de faire sa part du chemin. Pour Killby, c'est plus complexe. Oui, j'ai dit plus complexe qu'Azula. Ce qui vient marginaliser Killby, c'est pas tant son alignement moral que son don de naissance. C'est bien cette marginalité qui le traîne vers le mal, et non l'inverse. Killby le dit lui-même, naître, mourir et s'en rappeler à chaque fois, c'est un vrai calvaire pour lui. Aucun d'entre vous ne s'est jamais soucié de moi. Tu ne m'as jamais compris. Je meurs et je reviens à la vie. Mais j'oublie pas comme vous. Non, vous êtes-vous seulement imaginé quel était mon calvaire? Et malheureusement, c'est quelque chose qui a pu laisser de grosses cicatrices mentales. Parlons des expériences de mort imminente. Les EMI, comme on les appelle, ou les NDE en anglais, c'est des situations où une personne sera confrontée à des visions ou des sensations quand ils sont proches de la mort. On a des témoignages différents, des gens ayant vu leur propre corps à la troisième personne, des êtres clamant avoir vu le paradis, et j'en passe. On n'est pas trop sûr d'où ça vient, de comment ça marche, mais le fait étant que les médias qui en parlent ont malheureusement tendance à se focusser sur le fait que c'est tellement sensationnaliste qu'on en oublie énormément les conséquences. Par exemple, selon le Missouri Medicine, un des plus grands journaux médicaux aux États-Unis, eh bien, les journalistes qui viennent documenter les expériences de mort imminente, ils mettent tellement l'accent sur le sensationnalisme que les personnes qui en ont vécu ont tendance à pas aller chercher l'aide psychologique qu'ils ont besoin pour passer par-dessus d'éventuels traumas liés à ces expériences. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les conséquences plus concrètes, ce que les gens peuvent en faire après. Certaines de ces expériences vont venir affecter les survivants, voire déclencher ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire un état où au quotidien un patient se retrouve handicapé dû à une expérience traumatisante. On parle de mémoire involontaire, de flashbacks et de mauvais souvenirs qui refont surface. Je vous redirige vers Killby juste après son réveil. On a aussi des tentatives d'éviter des endroits ou des gens spécifiquement. Je vous redirige encore une fois vers Killby à la seconde où il se réveille. Et on a différents sentiments qui viennent se mélanger de différentes façons, comme la colère, la haine, la peur, la rancœur. Et les personnes atteintes de syndrome post-traumatique sont souvent vues disant des phrases du genre « personne ne peut me comprendre ». Tu es la seule à me comprendre, Shinonome. Aide-moi, je t'en prie. Ils sont aussi touchés par de grandes réactions, comme avoir une irritabilité qui est beaucoup trop facile. Encore une fois, ici avec Killby. Mon bonheur valait moins que le vôtre? Tu peux me regarder avec ton air supérieur?
Je suis d'accord, le syndrome post-traumatique et Kill Bill s'est peut-être pas montré de façon aussi explicite que j'ai tendance à le faire quand je parle de santé mentale dans ces vidéos. Et de toute façon, vous le savez, je suis pas médecin et je suis pas qualifié pour vraiment diagnostiquer qui que ce soit. Mais le fait étant que toujours selon le Missouri Medicine, les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente sont touchées plus facilement par les syndromes post-traumatiques que simplement les personnes ayant passé proche de la mort mais ayant échappé in extremis. Et selon cette logique, Kill Bill c'est le niveau au-dessus. C'est pas qu'il a failli mourir, c'est pas qu'il a eu une expérience de mort imminente, c'est qu'il est mort des dizaines de fois si ce n'est plus, et qu'à chaque fois, il s'en rappelle et qu'il revient à la vie. Il a pas dû mourir à chaque fois dans de bonnes conditions. Je rappelle que les héliatropes, pour autant qu'on le sache, ils sont virtuellement immortels. C'est très improbable que toutes ces morts se soient faites de façon naturelle due à la vieillesse. Il est donc plus que probable que Kill Bill ait trouvé la mort dans des conditions traumatisantes de multiples fois avant de renaître et de reposséder ses souvenirs avec l'innocence d'un nouveau-né. La responsable, la voici. La déesse Héliatrope, moi perso, je pensais que ça allait être la grande méchante de la saison 4, et honnêtement, j'étais pas si loin. Hugo, il va dire de la déesse qu'elle n'est qu'amour, qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine ou la colère. Mais ça vient peut-être impliquer qu'elle manque un petit peu de jugement. Déjà, quand tu inondes une planète de Wakfu pour devenir maman alors que c'est contre les règles divines, on peut pas dire que tu y es correctement réfléchi. Moi, je pense que c'est cet amour de la déesse Héliatrope, cet amour maladif, qui l'empêche de bien voir la détresse chez Kill Bill. Ce qui est une malédiction pour lui n'est en fait qu'un don positif pour la déesse, car avec ce don, Kill Bill peut aider son peuple et le mener vers un avenir meilleur. L'ironie étant que c'est la bonté maladive de la déesse qui l'empêche de voir le mal en Kill Bill, qui l'empêche de voir sa douleur liée à ce don, et en tant que telle, elle ne comprend pas et ne comprendra jamais qu'elle a simplement, une fois pour toutes, sacrifié Kill Bill à l'histoire des héliatropes. Car tout comme Béranger dans Rhinocéros, Kill Bill est marginal, mais l'ironie étant qu'il en a perdu son humanité, et que ça l'a fait devenir un véritable mort-vivant. Incapable de penser. Grâce à toi, mon cher roi, je suis devenu un mort-vivant. Et si seulement c'était le seul red flag qu'on avait sur la santé mentale de Kill Bill. La dimension blanche. Vous êtes-vous déjà demandé en regardant Wakfu ce que ça ferait un séjour dans la dimension blanche? Non? Eh bien, de toute façon, les gouvernements mondiaux, ça fait longtemps qu'ils ont la réponse. Le fait d'enfermer quelqu'un dans une pièce blanche totalement éclairée avec des draps blancs, des murs blancs, de la lumière blanche, etc., ça porte un nom, ça s'appelle la blanche. La blanche. Sérieux, je peux pas dire torture? Bref, la tortue blanche, on va garder la monétisation, c'est une situation où le prisonnier est détenu dans une cellule, comme son nom indique, complètement blanche, où tout est blanc. Même la nourriture, ce n'est que du riz blanc sur des assiettes de papier blanche. Ton cerveau rentre rapidement dans un manque de stimuli. Même le riz en tant que tel, il ne goûte rien parce que c'est simplement du riz blanc. Et le goût, c'est un sens qui est très important pour ton cerveau. Pourquoi? Parce qu'à travers l'évolution, le sens du goût, c'est ce qui permet à un individu de déduire ou non si un aliment est propre à consommer. Par exemple, si ton lait, il goûte le fromage bleu, peut-être qu'il n'est plus bon. Au niveau du cerveau, lui, il nous encourage à trouver de la nourriture qu'on trouve personnellement qui a bon goût, comme une sorte de récompense pour avoir mangé et donc ne pas mourir de faim. Mais Kill Bill, c'est différent. Non seulement, oui, tout est blanc, mais en plus, il ne mange pas. Le temps est stoppé dans la dimension blanche. Il n'a pas besoin de se nourrir. On vient donc lui enlever une autre sensation physique de plaisir qui, selon les experts, est primordiale. Mais pas que. Parce que en Iran, cette pratique, elle a été dénoncée, documentée et ironiquement vécue par plusieurs journalistes, notamment dans la prison d'Evin. Laissez-moi vous lire un témoignage d'un de ses survivants. Depuis que j'ai quitté Evin, je n'ai pas été capable de dormir sans somnifère. C'est horrible. La solitude ne vous quitte jamais. Après votre libération, entre guillemets, toutes les portes vous sont fermées. C'est ce qu'on appelle la torture blanche. Ils obtiennent ce qu'ils veulent sans avoir à vous frapper. Ils en savent assez à propos de vous pour contrôler l'information que vous recevez. Ils vont vous faire croire que le président a démissionné, qu'ils ont votre femme ou que quelqu'un en qui vous avez confiance leur a dit des mensonges à votre sujet. Vous commencez à briser. Ils ont le contrôle et vous commencez à avouer.
Et dans une situation de manque de stimuli, le cerveau, il s'entête un petit peu à se divertir comme il peut. Par exemple, le YouTuber MrBeast, je vais essayer de pas mettre d'extrait de la vidéo, je vais me faire striker, qui lui a fait l'expérience pendant une semaine et dans cette vidéo, il commence à s'emmêler dans ses phrases, à faire de l'exercice physique sans rien autre but que de bouger et même à compter tout ce qu'il lui trouve sous la main, même des grains de riz. Mais il en perd aussi le sommeil, la notion du temps et ses pensées deviennent de moins en moins cohérentes. Le tout dans un environnement qui, rationnellement, il sait que c'est contrôlé. Même selon le psychiatre qui l'observait depuis derrière les caméras et qui l'accompagnait dans l'expérience, eh bien, 50 heures dans une pièce complètement blanche sans contact humain et sans stimuli, ça viendrait affecter la santé mentale de n'importe qui. 50 heures. Kilby est resté dans la dimension blanche 11 000 ans. Après tant de temps dans la dimension blanche, le fait qu'il soit capable d'articuler des phrases complètes et de tenir un mensonge devant quelqu'un qui l'a traumatisé, c'est rien de moins qu'un testament à sa force mentale. Ce qui fait de Kilby un de ces méchants qui ont une excellente raison de l'être, à savoir une santé mentale instable. Mais la réalité étant que Kilby, il était probablement parti bien avant la dimension blanche. Et tout ça, ça tient en un seul dialogue. Notre planète est devenue beaucoup trop petite pour moi, Hugo. Mon bonheur valait moins que le vôtre? Tu peux me regarder avec ton air supérieur? Kilby, il est malheureux sur sa planète. Il est malheureux quand il adopte un mode de vie sédentaire. Pourquoi? Encore une fois, c'est à cause du manque de stimuli et de nouveautés. Il dit littéralement que son monde d'origine n'a absolument plus aucun secret pour lui. Pas du tout, je suis juste curieux de savoir ce qu'a pu devenir un monde dont je connais les moindres recoins, mais je n'en mettrai jamais les pieds là-bas. Et ça va pas l'air d'être juste une façon de parler. Je rappelle que dans le Zénith, Kilby, il a réussi à cataloguer un membre de chaque espèce vivante connue sur sa planète. Et de son côté à lui, oui, c'est un traître, et oui, tout le monde le traite de traître. Mais dans les faits de sa vision à lui, c'est lui qui a été trahi par ses frères et sœurs. Le Conseil des Six accorde énorme valeur la famille. Les Héliatropes, c'est une grosse communauté qui se serre les coudes. Alors, le fait étant que de voir que sa famille n'en avait rien à battre de ses problèmes existentiels, Kilby, je comprends que ça vienne l'affecter. Ça fait partie de ce qui rend Kilby aussi dangereux. Nox, lui, il savait qu'il allait faire mal à beaucoup de gens et que c'était mal. Mais pour Kilby, c'est juste l'ordre naturel des choses. Il a suffisamment souffert pour se permettre de sacrifier un monde ou deux pour continuer son exploration et ses recherches. Et le plus triste là-dedans, c'est que même si Kilby l'avait gagné, il aurait énormément souffert. Réfléchissez-y, Kilby, il sera toujours immortel, il va toujours se réincarner et surtout, il va toujours se rappeler de ses vies précédentes. Alors, le fait étant que, éventuellement, eh bien, il va avoir fait le tour du cosmos, des planètes présentes dans son univers. Et considérant le fait que pour quitter une planète, le Zénith absorbe son Wakfu, je pense que les chances que quelque chose de nouveau se développe sur une planète qu'il a déjà visitée sont assez minces. La vérité, c'est que Kilby est condamné à cette souffrance, condamné à échouer, même s'il avait remporté la victoire. Et ça, on le voit à la fin de la saison 2. Rappelez-vous de comment Rushou appelle Kilby. Kilby, très joli prénom. Ça me fait penser à une petite fleur. La fleur, c'est la vie et la mort. Une fleur peut se faner, mourir, mais aussi renaître via ses graines. Le tout dans une boucle infinie, exactement comme Kilby. Et après son combat contre Hugo, après avoir été remis à sa place par Balthazar et les enfants Héliatropes, Hugo, il va réenfermer Kilby dans la dimension blanche. Et qu'est-ce qu'il prend avec lui? Il y emportera une petite fleur. Fanée, brisée comme lui, le message est clair. Kilby est pour toujours seul avec lui-même dans la dimension blanche. Non, je deviens fou ici, seul. Tu es déjà fou et seul, Kilby. Ce qui est sa grande faiblesse, Kilby, c'est quelqu'un qui ne peut vivre qu'avec lui-même, parce que même sa sœur Dragon ne comprendra jamais ses actions. Mais ironiquement, ça finit par être sa force. Pour un avenir meilleur. Bon, on va finir sur une petite théorie. Pourquoi exactement est-ce que Locus a jugé Kilby digne de l'Héliasphère? Parce que Kilby, jusque-là, la dignité, ça semblait pas être trop sa tasse de thé, mais le fait étant que le mécasme nous a bien prouvé le contraire. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse ici à quelque chose que Kilby va dire. J'ai rencontré ton frère il y a très longtemps. Et vois-tu, il m'a jugé digne. On m'a longtemps reproché de m'être joué de lui. Mais on ne joue pas avec vous, n'est-ce pas, Locus? C'est vous qui jouez avec nous. Qu'est-ce que Kilby peut bien vouloir dire quand il parle des mécasmes qui jouent avec lui?
J'ai une théorie. En fait, je pense qu'on a juste mal compris. Je pense que de comprendre ce que le mécasme veut et surtout ce que le mécasme implique quand il dit qu'il cherche quelqu'un de digne, ça fait partie du test. Je crois qu'il ne faut pas confondre être digne, donc le fait de remplir certaines conditions et de prouver qu'on est capable d'accepter un certain niveau de responsabilité, avec le fait d'être vertueux, donc de protéger la veuve et l'orphelin, d'être généreux, d'être gentil, une bonne personne, etc. Qu'est-ce qui pourrait donc, selon un mécasme, constituer la dignité? Eh bien, rappelons-le, mais les mécasmes, ce sont des machines de guerre ambulantes. Et on l'a bien vu, Killby, il a supporté certains coups à Locus. Je ne crois pas que Locus aurait donné son cœur à n'importe qui sous prétexte qu'il louait les gentils. Je crois qu'il cherchait surtout quelqu'un qui est entre les deux. Qu'est-ce que Killby a de plus que sa mère, la déesse quasi omnipotente à l'origine du Cosmos? Killby, il est prêt à faire des sacrifices. Mais pas n'importe quel sacrifice. La mère de Hugo, elle était prête à laisser le monde des douze périr pour s'enfuir avec ses enfants. Non, pour un mécasme, il faut être prêt à faire des sacrifices qui nous font mal, pas des sacrifices qui nous débarrassent de quelque chose. Déjà de base, Killby, il a attaqué le mécasme, quelque chose que la déesse n'a pas fait sous prétexte qu'elle est pacifiste. Mais c'est ça le truc, Killby aussi il est pacifiste. Le bras faible, parce qu'il te manque un bras, Hugo. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis tout sauf faible. Je déteste la violence, voilà tout. Il fait usage de violence très souvent, mais c'est juste parce que Killby vit une vie où la violence, c'est plus souvent qu'autrement quelque chose de nécessaire. Ici, en l'occurrence, c'était pour être capable de prouver qu'il est digne de l'héliosphère, versus Tristepin qui, lui, il aurait probablement juste tapé sur le mécasme pour le plaisir. C'est ce genre de sacrifice que Killby a fait qui le rend digne, selon moi. C'est le fait que même s'il déteste la violence, il y a recours quand c'est nécessaire. La clé étant de savoir si la personne saura utiliser la force de la sphère avec sagesse, quelque chose qui est super important pour un gadget surpuissant qui peut te réduire à néant si tu l'utilises mal. Et Killby, il s'est toujours battu pour ce qu'il croyait juste, ce qui prouve que même si ses intentions sont mauvaises et biaisées, à quelque part, il a un haut niveau de conviction. Il aimerait pouvoir décoller avec le Zénith sans forcément réduire le monde des 12 à néant, mais il ne le peut pas. Tout comme il aimerait pouvoir vivre comme ses frères et sœurs, mourir et commencer un nouveau cycle, mais il ne le peut pas. Il se sent trahi parce que personne ne le comprend et d'un certain point de vue, ça vient lui donner le droit de faire souffrir les gens pour qu'ils lui souffrent constamment de ses mémoires antérieures. Et en théorie, oui, Killby il se bat pour un avenir meilleur et pour la gloire du peuple héliatrope. Mais là où d'autres personnes trouveraient la gloire à travers la puissance et la renommée, Killby y trouve la gloire à travers le savoir. Réfléchissez-y, si Killby c'est le gardien du savoir et de la mémoire du peuple héliatrope, et que lui-même dit que sa planète d'origine n'a plus rien à lui apprendre, eh bien, c'est probablement que les héliatropes, ils ont atteint le niveau de savoir et de connaissance optimal que ce monde pouvait leur offrir. Et donc, qu'il est peut-être temps de commencer à penser à partir. Et ça, on peut le comparer à ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev. En 1964, l'astronome soviétique Kardashev va présenter son échelle lors d'une conférence qui portait sur les programmes d'écoute de l'espace soviétique. Selon cette échelle, on peut diviser les potentielles civilisations qui peuplent notre cosmos en 3 groupes. Une civilisation de type 1 serait capable d'exploiter et d'emmagasiner l'énergie au complet de sa planète d'origine. Vient ensuite la civilisation de type 2 qui est capable de faire la même chose mais cette fois avec une étoile. Et finalement, une civilisation de type 3 serait capable de capter toute l'énergie présente dans leur galaxie. Si ça vous intéresse, les êtres humains, on est estimé qu'on est une civilisation de type 0.7. C'est donc une échelle qui mesure globalement le niveau de compétences technologiques en termes de voyage intersidéral de la civilisation. La légende raconte que Kardashev, il est mort dans l'excitation après avoir découvert une tier list. Revenons donc à nos moutons. Si on suit cette échelle qui, je sais, a été remise en question par le passé, les héliatropes voyagent pas seulement à travers une galaxie, mais à travers le cosmos au complet, et ce, sur des milliers d'années. En tant que tel, ce que Killby tente de faire, c'est ce que les héliatropes font de mieux, emmagasiner l'énergie et voyager vers de meilleurs mondes avec plus de choses à découvrir. Je ne me permettrai pas de juger ces actions avec l'éthique scientifique. De 1, parce que j'y connais rien, mais de 2, parce que c'est une situation où la civilisation est tellement avancée que, selon moi, un être humain ne peut pas comprendre la complexité de cette dite situation. Et après, oui, Killby il a fait des horreurs, et il a fait beaucoup d'horreurs avec des buts égoïstes, mais ça veut pas dire qu'il avait pas d'autres bonnes intentions à côté. C'est ce qui a rendu Killby digne de cette sphère, le fait de se battre pour un avenir meilleur. Quelle a été la première réaction de Killby après avoir obtenu l'héliosphère? Il est allé chercher Hugo
dans la dimension des Nécromes. Mais en faisant ça, il a puisé trop loin dans les réserves de Wakfu de la sphère. Il s'est sacrifié pour son frère parce que malgré tout, Killby l'aime encore comme sa famille. C'est ce qui le rend probablement digne. La sagesse d'utiliser sa puissance, la volonté d'agir, le sens du sacrifice, et même s'il pose de mauvaises actions, il les pose dans un but qui ultimement peut être vu comme noble. Ce qui selon moi était la façon parfaite de conclure l'arc narratif de Killby. Même si les personnages principaux ne l'ont pas forcément pardonné à la fin, lui-même a fait un bon travail d'introspection et il a bien fait comprendre aux spectateurs que lui aussi, il devait pardonner sa famille. Et ça, il l'a fait, prouvant que derrière la folie, derrière la douleur, derrière la haine, Killby a été, est et restera toujours un fier membre du Conseil Héliatrope, qui, même s'il prend de mauvaises décisions, n'a que le bien-être du progrès de sa nation à cœur. Laissez-moi donc vous poser cette question. Êtes-vous prêt à pardonner Killby? Donc, Killby, ça fait des mois que vous me harcelez avec ce personnage en commentaire à la seconde où je ne fais qu'énoncer l'univers du Cosmos. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Pour son alignement donc, considérant comment son arc narratif finit, mais aussi tout le passé vécu, tout son bagage et tout ce qu'il a enduré, je vais l'envoyer à Loyal Mauvais avec un petit penchant vers le Loyal Neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour parler plus de l'univers du Cosmos. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.